Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Marie. Bonjour. On va changer les idées ou changer de sujet des dindes de Louisville. Je t'avoue que ça j'ai l'impression que ça va redevenir peut-être un dossier d'actualité. C'est une nouvelle quand même. Si demain, la faune n'a pas fait quelque chose avec le dindon de Louisville qui agresse des gens. Les Louisvillois? Je sais pas si c'est ça le gentillet. Je sais plus. En tout cas, sont appelés par leur mère et prêts à le faire à prendre le bat de baseball. Aux armes, citoyens. Voilà. En attendant d'appeler l'armée. Mais il y a d'autres dossiers qui sont sortis dans l'après-midi, dont cette histoire rapportée par nos collègues de TVA Nouvelles, une vidéo qui est devenue publique, qui a été rendue publique par certains collègues, on le comprend, d'une enseignante de Thetford Mines qui aurait été suspendue pas plus tard qu'aujourd'hui pour la vidéo en question. Qu'est-ce qu'on y voit? Mais l'enseignante qui est en train de tenir une photo d'une élève qui ont dit qui est handicapée, et cette élève handicapée en question est sur la photo et on est en train de brûler la photo. Là, ni plus ni moins que la photo en feu dans sa main et on la voit passer d'un local à un autre. C'est ça, c'est qu'elle la brûle pas quand c'est un mélange de la danse, on peut appeler ça une sorte de la cour à danse, en tout cas, on dirait des singeries un peu, là, on va le dire comme ça, pour amuser un auditoire qui semble être présent. Pas d'élèves, mais on dirait que c'est d'autres enseignants, d'autres membres du personnel de l'école en question. C'est à la polyvalente de Black Lake que ça se passe, tout ça. Et la femme, on la voit se diriger après ça vers un lavabo avec la photo en feu dans les mains en disant « On brûle la tuque à... » le nom de l'enfant en question, on brûle, mais on la va se déplacer avec tout ça dans les mains. Et là, on voit des collègues, des membres du personnel qui sont sur place. C'est pas évident de comprendre exactement ce qu'ils font et qui ils sont. On comprend pas ce qui se passe. Puis c'est tellement bizarre que moi, je serais curieux d'avoir la version de cette personne-là. Je dis pas qu'il y a une version qui a une excuse qui rendrait ça acceptable. À sa face même, ça semble hautement inacceptable. D'ailleurs, ça a été la réaction du ministre de l'Éducation. Mais c'est assez bizarre, assez curieux que tu dis, OK, il nous manque-tu un bout? Y a-tu quelque chose de vraiment qu'on sait pas? Je serais vraiment curieux de savoir, elle, comment elle explique. Parce que le comportement, les images, c'est vraiment affreux, là. Ouais, puis selon ce qui a été pris comme information par nos collègues, on croit comprendre que l'enseignante en question voulait se moquer, faire une mauvaise blague en raison de toutes les péripéties qui seraient autour de la tuque de l'élève en question. Là. On comprend qu'elle a soit perdu sa tuque, égarée, qu'elle la cherche tout le temps. On sait pas exactement les détails, mais ce serait comme pour se moquer de tout ça, puis tenter de faire rire ses collègues. Le problème, c'est que quand c'est filmé, c'est peut-être un peu moins drôle quand ça devient public comme ça. T'sais, moi, la manière dont pourquoi c'est filmé? C'est ça qui est bizarre aussi. Tout est bizarre. Puis là, il y a vraiment une enquête qui est déclenchée autour de tout ça. On veut essayer de comprendre ce qui se passe. La mère de l'enfant a été contactée par TVA Nouvelles, a dit qu'elle était satisfaite de la réaction de la commission scolaire, ou plutôt du centre de services scolaires, autour de l'histoire, la suspension de l'enseignante et tout. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression, Mario, là, pour avoir déjà travaillé dans un camp de jour avec des enfants, tu fais de ton mieux, t'es poli avec les jeunes, tu prends soin d'eux, tu les torches, tu fais tout ce que tu as besoin de faire autour de ça. Mais des fois, t'as un petit trop-plein. C'est un peu trop. Puis c'est sûr, le problème, c'est que si tu veux ventiler avec tes collègues puis dire « Hey, le petit Loïc, là, il est-tu fatigant, lui, le petit maudit? » Je m'excuse, mais ça arrive, hein, ça se dit. Puis je suis convaincu qu'entre enseignants, c'est quelque chose qui se fait aussi. Mais filme-le pas, hein. Mais brûler la photo, brûler la photo, c'est quand même, de dire, hey, là, ça tue, qu'on est vraiment fatigué, on a perdu un temps fou là-dessus. Mais de brûler la photo, c'est bizarre de symbole. Puis même la façon, la gestuelle, tout ça, les gens vont le voir, les gens qui vont voir la vidéo là, au cours des prochains jours, elle va circuler abondamment, vont se faire leur idée, mais disons que c'est une scène étonnante dans une école. Absolument. On verra qu'est-ce que l'enquête va donner, parce que pour l'instant, on a bien peu de détails à se mettre sous la dent là-dessus. Actualité. On continue de procéder à des arrestations et à faire un beau défilé en cours de tous ceux qui sont accusés dans l'opération Scandaleux, le nom de l'opération qui a été donné par les services policiers autour de ce qui se fait dans la région de la capitale nationale pour les arrestations des gangs, des membres du gang de Dave Pick-Turmel, le Blood Family Mafia. C'était 20 personnes, 20 individus qui étaient de retour devant la cour aujourd'hui puis qui défilaient alors qu'on a annoncé en simultané une 23e. Aucun remis en liberté.
Aucun dans remis en liberté. Les conclusions générales, parce que toutes des accusations, des situations différentes, mais le point commun, là, c'est que personne n'a été remis en liberté aujourd'hui. Là. Exactement. On les garde tous là, sous observation pour l'instant. Puis on dit aussi qu'on dépasse là, le cadre des 3 jours comme de détention parce que l'enquête pour remise en liberté est repoussée. Il y a tellement de preuves, Mario, là, qui doivent être données, analysées et traitées par la suite que là, ça crée un délai. Là, parce qu'on comprend tout ce qui est enquêteur dans le dossier. Là, on a eu l'impression qu'il frappait très vite, là, de manière soudaine, vraiment. On peut déduire, Mario, qu'il y avait déjà là, pas mal de matériel. Dossiers, ouais. Exactement. Puis il y a eu des co-accusés aujourd'hui qui ont eu aussi des interdictions de contact entre eux. Là. Donc, s'ils se retrouvent à l'extérieur des murs là, de la détention, ben, ils vont devoir quand même respecter là, cet ordre de ne pas avoir de contact. Puis c'est notamment important dans le cas de Francis Gauthier Marcoux et Bianca Simard, qui sont les deux accusés de tentative de meurtre. C'est une fusillade le 3 novembre dernier pour laquelle ils sont accusés. Et les deux sont en couple. Donc, on comprend qu'on sépare le couple, là, littéralement, Mario, par un ordre de la cour. Donc, pour pas qu'ils arrangent leur version. Exactement, pour pas qu'ils arrangent leur version. Donc, même si c'est un couple, pourront pas être ensemble. Et là, on n'exclut pas non plus qu'il y ait d'autres arrestations, comme on a vu la 23e aujourd'hui, mais aussi des nouveaux chefs d'accusation qui pourraient tomber contre certains membres du gang qui sont arrêtés. Donc, le coup de filet des policiers là, qui continuent à donner. Tout ça pendant qu'on a eu ce matin dans le journal, toujours par notre bureau d'enquête là, qui suit cette affaire-là de près, une première victime collatérale, parce que c'était le seul point qui restait. On disait, dans tout cet événement-là des dernières semaines, c'est juste des gens entre eux là, qui sont mêlés de près ou de loin aux stupéfiants, au crime organisé. Mais là, un des types, en fait, celui qui a été pris en otage à Saint-Malachie puis qui s'en est sorti, pendant que son surveillant ou son ravisseur dormait, puis qu'il l'a d'ailleurs, selon ce qu'on déduit, il l'aurait assassiné, moi c'est ça. Mais lui, quand ils sont allés le chercher, à Cap-Saint-Ignace, là, près de Saint-Jean-Port-Joli, au bout de la région, Chaudière-Appalaches, près du Bas-Saint-Laurent, il y avait son oncle. Lui, il n'était pas là. Le type était absent. Et il y avait son oncle de 70 ans. Et ils ont sacré une volée au monsieur, là, et qui est encore à l'hôpital aujourd'hui. Là, 10 jours plus tard, il est encore à l'hôpital. Donc, il a été tabassé. Et lui, il n'y a aucun rapport. Là. Lui, il n'est pas mêlé à rien de ça. C'est l'oncle. Mais tu sais, l'oncle de 70 ans, il n'est pas mêlé aux affaires de son neveu. Et lui, donc, a été tabassé sans raison. Donc, ça devient comme la première victime collatérale de la guerre là, entre les Hells et le Blood Family Mafia. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Il y a beaucoup d'affaires judiciaires aujourd'hui, puis notamment, c'était le retour là, en cours du Montréalais qui est accusé d'avoir assassiné ses 2 sœurs, avoir tenté de tuer une voisine, puis d'avoir attendu la police de pied ferme pour tuer des femmes. C'était vraiment ce que cet homme-là a dit, et qui, je le rappelle, là, a déjà été là, condamné à meurtre premier degré 2 fois, on se comprend, pour avoir tué ses 2 sœurs. Et de retour en cours aujourd'hui, c'était le dernier survivant, excluant l'accusé lui-même, de la fratrie, là, on se comprend, parce que Michel Leblanc est venu témoigner donc au procès de son frère Denis Leblanc. Et il y a eu des mots, Mario, qui sont durs. Là. Puis quand on entend la famille témoigner, on en entend souvent de toutes les couleurs dans les cours là, du Québec, mais lui a dit, il est irrécupérable, c'est un monstre à mettre en état de nuire pour toujours. Je veux pas que son incarcération soit écourtée du tout. Qui sait ce qu'il pourrait faire? C'est un homme qui n'a plus rien à perdre. Là. Bref, message excessivement dur pour l'assassin de 63 ans qui, je le rappelle, je vais remettre les faits en place, sur la rue Ontario, en plein jour, en octobre 2020, il y a ses 2 sœurs, Sylvie et Diane Leblanc, qui vont lui rendre visite pour avoir de ses nouvelles. En plein milieu de la pandémie, il leur demande de comme se reculer, là, d'avoir une espèce de distance en prétextant la distanciation sociale. Puis au moment où elle se recule, sort son arme de chasse, les tire les 2 dans la tête, les exécute. Littéralement, c'est une exécution, les tue devant lui. Puis après ça, essaye d'aller s'en prendre à une voisine qui aurait déjà refusé ses avances. La voisine réussit à s'enfuir. Et là, les policiers arrivent. Lui a des armes, des munitions, là, de quoi soutenir un siège chez lui. Il y a un échange de coups de feu qui part. Il est blessé à une jambe. Puis là, étant blessé à la jambe à ce moment-là, finit par s'asseoir puis s'allumer une cigarette avant d'être arrêté par la suite. Et là, évidemment, va avoir là, la condamnation la plus lourde du code criminel, perpétuité avec pas de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais il y avait quand même ces témoignages qui revenaient aujourd'hui. Puis ce que je retiens, moi, Mario, monstre irrécupérable, j'ai peur que son incarcération puisse être écourtée. C'est son propre frère qui dit ça. Là. Ouais, et je comprends que lui, est-ce que c'est lui qui a comme congédié son... Parce qu'il
juste pour rendre l'affaire plus ridicule, il a congédié ses avocats. Exactement, c'est ce qu'il a fait aussi aujourd'hui. Là, il voulait pas que les procédures suivent leur cours aujourd'hui. Il voulait pas entendre les témoignages ni des membres de sa famille, ni des gens de l'entourage, des victimes. Donc, pour faire déraper le procès... Il a décidé de congédier son avocat ce matin. Il a dit « Je veux un nouvel avocat », mais on a quand même procédé aujourd'hui au palais de justice. Là, Il y a un point, peut-être même plus qu'avant, là, avec les délais, puis Jordan, puis la volonté d'éviter les délais. Il y a un point où on dirait que les juges sont moins tolérants à se faire niaiser. Là. Quand c'est complètement loufoque, tu veux que la personne ait une mauvaise foi. Ça fait une couple de fois que tu vois des décisions, tu dis « Oups, là, le juge dit non. Là, on est ici, comme on dit, on est réunis, là, puis on procède. » Ouais, surtout que dans le cas de Denis Leblanc, c'est même pas la première fois depuis le début du procès qu'il essaie de faire des délais, de causer des délais en congédiant ses avocats. Je veux dire, en plus, c'est un récidiviste en la matière. Donc, ouais, peut-être qu'il y a un changement de mentalité du côté des juges. Mario, ça aussi, c'est à retenir quand même dans l'histoire. Tout savoir en 24 minutes. On a aussi plus de nouvelles sur la perquisition de février dernier, une histoire dans une résidence de Gatineau en Outaouais qui vous avait peut-être interpellé à l'époque où on avait retrouvé des armes et des armes et des armes là, par centaines chez un homme de Gatineau dans sa maison. Et on comprend un peu plus aujourd'hui alors qu'on a décrié du côté des services frontaliers, décrit exactement là, comment on a procédé à la perquisition puis qu'est-ce qu'ils ont mis sous la trace. Parce qu'au départ, c'est un silencieux pour une arme à feu qui a été trouvé dans le service des douanes. Là, on a commencé à s'enquérir de tout ça. On s'est rendu compte que l'homme en question, à Gatineau, c'était pas la première fois qu'il commandait du matériel qui se faisait intercepter parce que c'est prohibé. Et là, il décide de prendre un mandat de perquisition, le questionne, vont chez lui. Et là, on a retrouvé dans sa résidence 61 armes à feu, 13 autres armes prohibées, 22 armes à air comprimé, 6 silencieux, 6 chargeurs aussi à haute capacité, toutes sortes d'autres munitions pour les armes qui ont été retrouvées. Bref, un arsenal. Oui, carrément. Oui, qui a été trouvé, puis c'est pas clair pourquoi l'homme de 62 ans avait tout ça à ce moment-ci. Là. Est-ce que c'était pour de la revente? Est-ce que c'est un collectionneur d'armes? Est-ce que c'est un chasseur? Est-ce qu'il fait partie des mouvements survivalistes aussi? Là? Ça n'a pas été nécessairement décrit aujourd'hui par les services frontaliers, mais moi, c'est toujours l'hypothèse numéro 1 qui me survient quand je vois quelqu'un qui amasse des armes chez lui. Bref, ça va rester à voir autour de tout ça. C'est quand même toute une enquête là, qui part d'un silencieux puis qui retrouve un homme et qui cache. C'est à la fois inquiétant et rassurant. Là. C'est rassurant de voir que l'agence de services frontaliers fait quelque chose. Quand même inquiétant de dire, OK, il y en a combien d'autres là, qui ont un arsenal dans des quartiers résidentiels, qui ont un arsenal dans la maison, tu sais? Oui, ça peut porter inquiétude, bien évidemment. Donc, une histoire aussi, là, peut-être qu'on va apprendre un peu plus tard là, sur les motifs. Sur ses motivations, pourquoi il faisait ça. Tout savoir en 24 minutes. Je pensais pas aujourd'hui, honnêtement, qu'une histoire pouvait accoter celle de la dinde de Louisville, Mario, mais je pense que ce cas judiciaire est quand même génial. Puis je vais lever mon chapeau aussi à notre collègue Maxime Delan de l'agence QMI qui a le flair pour les titres accrocheurs. Et cette fois-ci, c'est son qualificatif pour cet homme qu'il appelle le voyou au caillou. Ouais. Mais qui cause quand même, qui dans les cantons de l'Est, cause des problèmes, aurait pu... Il n'est pas arrivé de catastrophe, mais il aurait pu, parce que lui, il lance des cailloux, mais c'est des grosses roches là, dans les vitres des autos, là, dans le pare-brise des autos. C'est un individu là, qui a été arrêté il y a 2 semaines. Il a été arrêté pourquoi? Parce qu'il roulait, entre autres, là, sur un chemin en Estrie, le chemin Sainte-Catherine, ça se trouve tout près de Sherbrooke, et lui faisait là, des dizaines et des dizaines d'automobilistes qui roulaient là, tout bonnement, puis qui recevaient des roches là, dans leur pare-brise, mais pas des petits cailloux. Là. Le nom n'était pas évocateur dans ce cas-ci. Vraiment, là, gros comme des pommes, des oranges. Là, vraiment une brique, là, ni plus ni moins, qui se faisait lancer dans le pare-brise de leur auto en plein mouvement par un autre automobiliste là, qui, on se comprend, faisait juste baisser sa fenêtre puis garrocher des roches, je vais dire comme ça, lançait des roches sur les autres véhicules à côté. Et là, il y a eu tellement de gens qui ont témoigné que les policiers ont fait un grand déploiement dans le secteur pour essayer de retrouver celui qui lançait des roches. Et là, à ce moment-là, il intercepte le suspect parce qu'il trouve la description de son véhicule qui est similaire à ce que les autres témoins ont dit. Et à ce moment-là, pendant qu'il est en train de questionner l'homme dans son véhicule, il y a un autre automobiliste qui s'arrête et qui dit « Hey, cette auto-là, ce monsieur-là vient de me lancer une roche dans le pare-brise. » Donc, à ce moment-là, on procède à son arrestation sur le champ. Il s'agit de Jonathan Corriveau, 44 ans. Et là, on le passe au palais de justice de Sherbrooke. C'est 75 chefs d'accusation d'agression armée de méfaits parce que, oui,
mesdames et messieurs, une roche est une arme. Donc, c'est agression armée. Non, puis quelqu'un pourrait se tuer, là. Quelqu'un la reçoit dans le pare-brise, voit plus où il va, parce que ça... Si vous avez vu les images en Estrie, là, ça fait pas une coche dans le pare-brise, une roche de ce grosseur-là. Dans plusieurs cas, là, tu vois plus rien. Là. Ça pète complètement le pare-brise. Ouais, la vraie toile d'araignée là, de fracture dans le pare-brise. Là, quand ça éclate pas carrément, là, dans certains cas. Non, vraiment dangereux avec la vitesse des voitures aussi. Mais là, ce qui est encore plus étrange dans cette histoire-là, c'est qu'il a été remis en liberté sous condition lundi avant midi. C'est pas étrange, c'est toujours ça. Combien de dossiers judiciaires, tu vois, l'individu venait d'être remis en liberté. Il avait été arrêté il y a quelques semaines, remis en liberté. Là, remis en liberté. C'est que lui, il avait 75 accusations, 75 chefs d'accusation. Puis il se remet en liberté. Puis il recommence tout de suite. Ça veut dire que ceux qui l'ont remis en liberté, là, c'est l'aveuglement total. Là. Ouais. Tu penses qu'il leur fera plus, mais tu le sais pas, tu le vérifies pas. Tu sais, je veux dire, le gars, tu vas-tu recommencer? Non. Ah, OK, bye. Ouais, puis tu te dis, recommencer tout de suite. Tout de suite, Mario, il a été libéré en avant-midi. Et là, pendant la soirée, il se fait arrêter là, quelques heures à peine après sa libération parce qu'il y a une automobiliste qui circule sur le chemin Sainte-Catherine, même endroit. Il n'a même pas changé d'endroit là, pour commettre ses méfaits. Retourne là, reprend une roche, la lance dans le pare-brise là, qui a vraiment volé en éclats, même vers l'intérieur. Se fait arrêter à nouveau, comparé aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke, une nouvelle accusation de méfaits puis d'agression armée. Mais t'as raison, Mario. C'est un peu l'absurdité de la chose. Moi, si j'étais la femme, là, celle, la deuxième, après la remise en liberté, je te jure, là, ça va prendre ça. Je te lancerais des poursuites contre tout le monde. Là. Contre la cour, contre la justice, contre tous ceux qui sont... Moi, je suis pas une victime de l'individu. Je suis une victime de sa remise en liberté. Ouais. Je suis pas une victime. L'individu, il serait supposé être en dedans. Fait que je suis une victime de sa remise en liberté. Fait que si je pourrais m'en prendre à des gens, c'est... Mais ça arrête pas. C'est tout le temps. Puis le nombre de cas qui recommencent tout de suite, là, tu sais, je veux dire, puis il me semble que c'est pire récemment. On a eu un, puis d'abord, il y a eu à Sherbrooke, il y en a un qui a tué son beau-père. Il y en a un qui a tué sa mère dans le coin de Vaudreuil-Dorion, il y a quoi, 2-3 semaines. Ben oui. Mais tous des gens là, qui seraient pas supposés être en liberté. Venaient d'être remis à la journée même qu'ils étaient remis en liberté. La semaine d'avant, il a été arrêté, il a été remis en liberté. Ça semble être la règle, l'automatisme, c'est qu'on est prêt à... Dans ce cas-là, ben, j'avoue que lui a battu tout le monde l'après-midi même, le jour même. Ouais, quelques heures après, puis là, il va falloir regarder aussi les détails qui vont filtrer autour de ça. Est-ce qu'on a droit à des antécédents de problèmes de santé mentale aussi dans le dossier? On est en voie de se poser la question. Parce que c'est pas clair pourquoi il fait ça non plus, là. Ben, c'est ça. T'sais, après ça, il y a des actes comme ça criminels qui sont commis. Mais moi, Mario, on dirait, je veux toujours savoir, mais qu'est-ce qui passe par la tête du monde? Puis là, pour conduire ton auto, là, puis au-dessus de 75 fois, tu te promènes, puis binks, tu lances des roches dans les vitres de toutes les autos qui passent tout le temps sur le même chemin. Pourquoi? Puis là, tu te fais arrêter, tu y retournes. En tout cas. Tu recommences, tu retournes sur le même chemin, puis tu refais la même chose. Le voyou au caillou puis les dindes aujourd'hui, là, Mario. Là... Grosse journée sur la scène judiciaire. Économie. Ça a fait tout un tollé, même si c'est une décision d'affaires qu'on pourrait voir maintenant dans le futur. Le Wendy's qui a dû se défendre. Là, je parle bien pas de la dame aux tresses rousses, mais bien la marque elle-même, le The Burger Wendy's, restauration rapide, qui a dû se défendre aujourd'hui. Là. Le grand patron qui a dû sortir dans les médias pour dire que non, la stratégie là, de tarification modulaire dans le temps n'allait pas être appliquée. Là, tarification modulaire, tarification dynamique, qu'est-ce que c'est? Ben, ils étaient en train, puis de leur propre aveu, eux expliquaient qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, des algorithmes et tout, ils étaient en train de penser à avoir une tarification, donc des prix, qui sont différents, dépendamment du moment de la journée où tu vas te commander un burger, Mario. Fait que si tu vas en pleine heure de pointe, ton burger est plus cher. Si tu y vas à 2 heures du matin, puis il y a point de monde... C'est un peu ça avec Uber, là. Uber, les taxis changent de prix. Quand il y a plus de demandes, là, ils montent le prix. Oui, exactement. Mais là, ils voulaient faire ça avec de la nourriture, dans une chaîne de restauration rapide. Et là, ça a été décrié par le public et toutes sortes d'experts aussi qui disaient, ben là, meilleur moyen de vous mettre des gens, des consommateurs à dos quand c'est pas comme si tu veux t'acheter une télé. Là, tu peux peut-être attendre 2-3 jours de plus pour tes prix. Quand t'as faim comme là. Tu vas aller manger maintenant. Puis s'il y a une chaîne qui est plus chère qu'une autre, tu vas aller à l'autre tout simplement. Mais il y a quand même une réflexion qui est intéressante derrière parce que ça pourrait régler, entre autres, des problèmes de pénurie de main-d'œuvre que dans ce genre de restauration-là. En répartissant mieux la clientèle. Là. Exact, parce que les gens
qui veulent consommer de cette nourriture-là pourraient se dire, OK, moi, je vais attendre un peu plus tard aujourd'hui pour y aller. Dans une période où ça va être plus avantageux, je vais peut-être avoir des rabais même. Et contrairement à la période de pointe. Non, mais moi, je trouve pas ça... je comprends la réaction, puis c'est sensible pour ce qui est de la nourriture, mais la tarification dynamique, je trouve pas ça absurde, là, de dire, il y a des moments dans la journée, exemple, quand il y a un gros afflux de clientèle, un pic de clientèle, moi, ça me coûte de l'argent, fait que, je vais répartir, fait que je vais donner des rabais, parce que c'est sûr que si tu donnes des rabais à 4h puis à 20h, quelqu'un va te dire à 18h, ça entre les deux, ça coûte plus cher, là, mais... Moi, je suis pas... je comprends que les gens sont hyper sensibles sur ces affaires-là. Puis des fois... Mais tu sais, moi, je mets pas ça, mettons, dans la même catégorie que des faux frais, là, où on te charge 3 piastres pour le guichet, non. Il y a une idée quand même. Il y a une idée qu'une entreprise peut te charger proportionnellement à cette heure-là. Si le personnel est complètement libre, elle peut te faire un rabais. Si tu arrives à l'heure de pointe, elle peut te charger un peu plus cher. Moi, je serais capable de vivre avec ça. Puis de m'adapter, justement, de dire, regarde, moi, si moi, je suis sensible au prix, mais je vais m'adapter pour profiter des rabais, y aller quand c'est moins cher. Ou un petit burger à 11h le soir, c'est toujours... Ou à 4h l'après-midi. Mais pourquoi pas? Un apéro. Voilà. Le Monde. Ça fait longtemps qu'on le voit sur la scène de la politique Et américaine. là, longtemps. Et on le verra peut-être pour plus si longtemps que ça. Mitch McConnell, le chef des républicains au Sénat américain, celui qui a des petites montures de lunettes métalliques et qui est là depuis 1985, sénateur du Kentucky. J'allais te dire, tu sais, là, j'avais 15 ans, j'allais dire qu'il est là depuis toujours, là, mais j'ai raison de penser comme ça, j'avais 15 ans quand il est arrivé. Ouais, c'est lui qui est là depuis le plus longtemps, de manière active là, en ce moment là, au Sénat. Et il a créé la surprise aujourd'hui en disant qu'il allait quitter ses fonctions dès le mois de novembre prochain. Lui qui a quand même 82 ans, puis qui est dans les mêmes... qui a subi les mêmes critiques qu'on donne à Donald Trump, puis particulièrement à Joe Biden en ce moment. Là, quand on qualifie les États-Unis de gérontocratie, là, c'est-à-dire d'un pays qui est dirigé par des gens presque exclusivement vieux, à 82 ans, il y a eu des épisodes de santé qui ont été assez médiatisés, merci. Oui, puis il y a une couple de fois qu'il a comme gelé là, au micro, il a comme figé. Là. 2 fois l'été dernier, ouais, exactement. Il est en train de parler, puis en une phrase fige. Comme un chevreuil là, qui regarde là, des phares qui s'en viennent. Il sort plus de mots, les yeux fixes. Ouais, puis là, Senator, les gens autour de lui qui le brassent, puis on dirait qu'il revenait, là. Il revenait comme correct, limité, là, mais il revenait, là. Voilà, puis plus récemment, il était tombé, hospitalisé après un dîner privé dans lequel il allait parler. Et là, il y a eu 6 semaines à l'arrêt, une côte cassée, une commotion cérébrale, alors qu'il est tombé comme un peu pour rien. Donc, on s'était posé plein de questions, plein d'inquiétudes autour de sa santé. Mais là, bref, il va quitter officiellement sa fonction de chef des Républicains au Sénat. On pourrait aussi juste dire que comme toute personne à son âge qui a beaucoup servi, il prend sa retraite et qu'on souhaite une belle retraite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont aux États-Unis à s'accrocher, mais ça pourrait être juste ça. Là. Il a bien servi son pays, il était là longtemps, puis là, c'est fini, puis il prend sa retraite. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.